tout se passer. Ouais. Est-ce que vous auriez pu tourner ces scènes d'aujourd'hui? De toute façon, aujourd'hui, la télé, c'est plus la télé, maintenant c'est une plateforme, donc on a encore changé de... Il y a eu encore une nouvelle page qui s'est tournée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des niches, quoi. Il n'y a plus que des niches, chacun regarde ce qui l'intéresse. Là, on était encore dans des télévisions généralistes. Donc aujourd'hui, de toute façon, je pense que la télévision, elle a perdu... ce qui est intéressant, c'est d'aller filmer Netflix, quoi, de voir comment ils travaillent. Mais est-ce qu'ils se laisseraient filmer? Alors, de toute façon, déjà à l'époque, par exemple, je serais allée à TF1, ils ne m'auraient pas laissé filmer. Hein. Là, ce qui s'est passé, en fait, donc je vivais au Portugal, hein, j'ai appris la langue, etc. Et pendant 5 ans, j'ai vécu là-bas, et j'avais pas envie de faire un film... j'avais envie de faire un film sur le Portugal moderne, quoi, parce que c'était... un peu en dehors des clichés que voilà, le fado, tout ça. Et puis je me suis dit, voilà, c'était la télévision commerciale, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait parce que c'est déterminant en fait. C'est déterminant dans la politique, c'est déterminant dans l'éducation, c'est déterminant dans la société, c'est voilà. Et c'est vrai que TF1 n'aurait jamais accepté. Donc je suis allée voir la CIF et étonnamment, donc j'ai vu celui-là qui regarde ces audimates là totalement pendant que tout le monde regarde le foot, ça. Et je lui ai dit voilà, je voudrais faire un film sur votre chaîne parce que vous êtes une télévision commerciale. Probablement mon film va être financé par Arte. Il n'y aura pas de voix off. Bon, il y en a un tout petit peu parce que pour la France, on a été obligé un peu quand même voilà. Je déteste cette voix d'ailleurs. Si je pouvais, j'en aimerais. Mais ça, c'était Arte déjà qui commençait à vouloir un peu expliquer, prendre le spectateur par la main, etc. Bon. Mais je dis voilà, globalement, il n'y aura pas de voix off. Et donc, ça, je vais filmer dans les différents services commerciaux, de programmes, etc. Et étonnamment, il m'a dit oui. Ce que j'ai trouvé absolument hallucinant, parce que je pensais qu'il allait me dire non, quoi, parce que j'ai filmé vraiment librement partout, quoi. Et il m'a dit oui, et je pense que ce qu'il s'est dit, c'est que comme je lui ai dit qu'il n'y avait pas de voix off, eh bien, au fond, il n'y aurait pas de critique. Parce que lui, il a l'idée, pourtant c'est un mec qui vient voilà, il avait travaillé dans la radio, il connaissait quand même la télévision, etc. Mais je pense qu'il ne connaissait pas le documentaire, de cinéma direct, entre autres. Voilà, son ignorance là. Et que donc il se disait, s'il n'y a pas de discours, s'il n'y a pas une voix off qui vient expliquer ce que font les gens, en fait, rien ne se racontera. Donc il n'y a pas de critique possible. Et je pense qu'en plus, comme j'étais française et tout, je pense qu'il pensait que je ne connais pas si bien le portugais que ça, alors que si, parce que je discutais avec lui, enfin voilà. Donc je pense que je ne lui faisais pas du tout peur. Puis je lui dis j'allais venir avec ma caméra, un ingénieur du son, donc pour lui c'est un peu ridicule, quoi, faire un film juste avec une caméra et une perche. Donc il n'avait pas du tout peur. En plus, les 3 mois de tournage, je passais mon temps à attendre, parce que j'attendais les scènes qui pouvaient raconter cette histoire. Donc je passais beaucoup de temps à attendre. Donc j'étais là avec mon ingé son, assise dans les couloirs, pendant que les journalistes de la CIF, toujours pressés, toujours la course, tout le monde toujours occupé, on les voit, ils courent partout, machin et tout. Et moi, j'étais là, je souriais, je dis salut, voilà. Et puis j'attendais. Ils disaient, mais elle fait rien, quoi. C'est fou, quoi. Qu'est-ce que c'est que on a vraiment charisme avec cette fille, quelque chose, voilà. De temps en temps, j'allais filmer des scènes. Je pense qu'ils ne devaient pas comprendre pourquoi j'allais filmer telle scène, bien que j'avais expliqué, là, mais ils devaient dire, tiens, elle a envie de filmer, Et puis évidemment, moi j'attendais vraiment les scènes qui permettaient de raconter cette histoire. C'est-à-dire, alors c'était compliqué parce que il n'y en avait pas tant que ça, parce que globalement, moi quand je suis arrivée au départ, je me disais quand même dans cette chaîne, il y a des gens, il y a un des mecs, celui qui parle avec lui au début de la petite réunion où il discute des telenovelas, c'est un mec quand même qui a été directeur de la Cinémathèque portugaise. Donc je me disais, lui, il va dire à un moment donné, non mais stop, on va pas mettre de la bouse comme ça à longueur de programme. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Il va y avoir quand même Donc je me disais qu'à l'intérieur de la chaîne, j'allais pouvoir filmer des discussions, des conversations, des moments un peu conflictuels où les gens diraient non, mais non, on peut pas faire ça. Et si on parle de faire ça, enfin, voilà, j'imaginais ça. Et en fait, non, personne. La seule chose qui comptait pour eux, c'est l'audimat. Tous les matins, la feuille d'audimat et on regarde. Et tout le monde, même les gens qui jamais, d'ailleurs on le voit, ils regardent pas leur chaîne. Ils regardent ils vont au cinéma, ils regardent le foot sur l'autre chaîne, ils lisent des bouquins. Enfin,
ils en ont, c'est pas ça qu'ils regardent. Et ben, personne, donc il n'y avait pas de scène où j'aurais pu raconter le conflit moral d'une certaine façon que je pensais, enfin que j'imaginais pouvoir raconter. Il n'y en avait pas en fait. Et donc la seule chose qui pouvait raconter le travail de cette chaîne et mettre en évidence en fait, parce que c'est quand même ça, il faut trouver des scènes qui mettent en évidence la logique. Et ben c'était le moment où il y avait un conflit, enfin un problème avec la RTP parce que elle allait les dépasser quoi. Donc il fallait le foot par exemple. Et puis après, il manque de télénovelas. Enfin, donc j'attendais moi ces moments-là qui venaient où tout le monde, tous les services étaient concernés parce que quand à un moment donné il y a le foot, ben voilà, le service marketing, il y a Coca-Cola veut plus mettre de spot publicitaire, ça a des effets sur tous les services quoi. Et moi c'est ça que je voulais mettre en valeur, des histoires où à chaque fois on voit les effets que ça a sur tous les services. Donc il fallait que j'attende qu'il y ait ça. Donc j'ai passé beaucoup de temps à attendre et donc je pense qu'ils se sont dit elle fait rien quoi. Ils voyaient pas du tout ce que j'étais en train de faire quoi. Et donc ils m'ont laissé parce que je pense que globalement ils avaient une ignorance de ce qui est la force du cinéma direct en fait et que on peut raconter les choses sans les dire, qu'elles se racontent dans toute leur complexité par l'image et le son, par des scènes, voilà. Et moi c'est ça qui m'intéresse. Mais comme ils connaissaient pas, ils se disent ça, il y a aucun risque. Et quand je leur ai montré le film à la fin, quand même, avant qu'il passe sur Arte, je leur ai montré le film, donc à cette même équipe de programmateurs, bon voilà et tout. La seule chose qu'il a dit, le directeur de programme, c'est qu'il a dit, lors d'une réunion, la scène finale qui est absolument hallucinante, où ils disent qu'ils peuvent tout vendre, le président de la République, qu'il faut qu'ils fassent des émissions sur le sida, parce qu'il faut qu'ils changent leur image de marque, il faut qu'ils aient l'air d'aider, mais qu'en même temps qu'ils feront une émission sur le sida, ils mettront un téléphone, une ligne téléphonique, et donc ils gagneront de l'argent. Enfin, vraiment, le truc, ils le disent comme ça. Et ben la seule chose qu'il a à dire, c'est j'avais une drôle de chemise ce jour-là. C'est la seule chose qu'il a dit. Je me suis dit, mais il ne voit pas. Il ne voit pas c'est assez hallucinant, hein. C'est pourtant un homme de télé, quoi, qui ne voyait pas ce qu'il y avait. Donc le film est passé sur Arte. Il y a un journaliste portugais qui a vu la critique du film dans le journal Le Monde, et du coup, il s'est procuré la cassette, je sais pas comment, dans un festival. Enfin, il a vu le film. Et il a décrit le film dans l'équivalent du Monde au Portugal. Il a fait toute la description du film hyper détaillée. Et là a commencé une polémique absolument hallucinante dans le pays. Une telle polémique, parce que tout le monde parlait de ce film sans l'avoir vu, une telle polémique que la SIC a décidé de passer le film. Ils ont passé le film à 3h du matin. En disant, nous avons passé le film, vous avez vu. Mais ils vivent très tard, quoi. C'est pas les Espagnols. Et avant, ils m'ont fait une interview avec quand même un journaliste qui avait une code incroyable, qui avait été pendant la Révolution portugaise, enfin super important et tout. Et ce mec, il s'était mis au service de la SIC, et aussi il avait vendu son âme. C'est terrible de voir comment la télévision, elle a perverti tout, mais c'est pour ça que c'est vraiment le début du populisme, le début de... Voilà. Et ce mec m'a fait une interview pendant 1 heure, en essayant de m'attaquer sur tout, ma vie privée, l'homme avec qui je vivais là-bas, enfin tout y est passé, etc. Et moi j'étais très placide, comme il ne laissait pas parler, parce qu'il n'arrêtait pas et qu'il ne posait pas vraiment de questions, voilà, ça, pendant 1 heure quasiment il a parlé que lui. Du coup après la presse de nouveau a attaqué la SIC en disant, enfin une certaine partie de la presse en disant qu'il ne laissait pas parler, que c'était, enfin voilà, la SIC a un peu... ça a été un peu démasqué, quoi. Et sauf que bon, évidemment, la presse de l'autre côté, de droite, parce que quand même c'était l'ancien Premier ministre portugais, enfin c'est vraiment la droite qui a ce média, ils ont attaqué aussi. Et après, j'ai plus jamais pu faire de film. Voilà. À chaque fois, on m'appelait la polémique, et tout le monde avait peur de moi. Donc je voulais faire un film sur l'agriculture, enfin les paysans là-bas, enfin vraiment les gens qui luttaient, etc. Mais même eux, ils avaient peur de moi. Même eux, quand je disais je voudrais aller filmer votre réunion là et tout, je voyais la peur dans les yeux, quoi. Les gens me faisaient tout de confiance. Et à un moment donné, j'ai voulu, alors je me suis dit bon, qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vais aller faire, je m'étais dit je vais aller filmer le rêve de maison, les gens qui rêvent de maison. Je vais aller dans une agence immobilière, voilà. Donc là, ça va. Les gens ne m'en disaient rien, tout allait bien et tout. Je allais accompagner des gens qui faisaient visiter. Enfin, j'étais vraiment au début des repérages.
Puis un jour, j'arrive dans l'agence immobilière et là, il y a un mec qui arrive avec des lunettes de soleil et tout. Tu entends mon nom et là, il hurle « Ah, c'est le diable !» Et ce mec, en fait, c'est un mec, vous voyez cette Elisa Lavoud, c'est un mec, en fait, un acteur brésilien qui a une émission qui s'appelle Los Trapalhões, et ça veut dire les pieds nickelés, en fait. Et dans le film, à un moment donné, ils arrivent enfin à trouver un mec qui veut sponsoriser les pieds nickelés. Et c'est une scène très comique, quoi, enfin, parce qu'ils doivent déprogrammer, et du coup, il y a un mec qui dit, non, mais vous pouvez pas déprogrammer, on a enfin trouvé un annonceur, enfin, c'est une scène hyper révélatrice de ce que c'est que la télévision commerciale. Et évidemment, le mec a détesté ce truc. Et donc, il a dit qui j'étais, et après qu'il ait dit ça, plus aucun rendez-vous à l'agence immobilière, impossible. Ah non, il n'y a plus de maison à vendre, non, il n'y a personne qui visite. Non, on a un Nantes, tout d'un coup, le marché immobilier était mort. Donc voilà, donc après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? Alors, comme je venais d'avoir un fils, enfant et tout, je me suis dit, bon, je vais filmer dans un square, les enfants dans le bac à sable, là, personne ne va savoir, et personne ne va pouvoir dire qui je suis, ils s'en foutent, les enfants. Là, ça va, je vais être tranquille, et je vais filmer les gens. Et puis, il fallait quand même un peu de sous, hein. Donc j'ai déposé le projet à l'équivalent du CNC au Portugal, et en fait, dans la commission, il y avait quelqu'un de la SIC, et donc mon projet, sur les 50 projets, c'était le dernier, et c'était marqué projet sans intérêt. Donc là, je me suis dit, ok, c'est foutu, je rentre en France. C'était fini, quoi. Là, j'étais vraiment grillée. Et vraiment grillée, mais pendant des années. Hein. Il y a eu une fois, les ateliers Varan ont voulu faire enfin, c'est pas qu'ils ont voulu, c'est que la fondation Gulbenkian, qui est une super fondation culturelle, etc., à Portugal, ils voulaient un atelier Varan, donc ils payaient tout l'atelier, et ils ont dit, on veut bien tous vos formateurs, sauf Marianne. Voilà, c'était 10 ans après, quand ils avaient encore voilà, donc j'étais vraiment grillée, quoi, blacklistée. Voilà, blacklistée, complètement blacklistée. Bah, c'est un peu comme si, en France, voilà, on faisait un film, si on avait fait le même film à TF1, j'imagine que c'est à peu près la même chose, quoi. Il y a une espèce de... Alors, justement, il y a quelqu'un qui l'a fait. Non, ça, c'est filmé, non, mais ce que TF1, il y a William Carrel. Il avait filmé en 2002 le comité de rédaction. Oui, le comité de rédaction. Voilà, pendant le comité de rédaction. La campagne. Voilà. Mais là, c'est, oui, il y a ce film-là. Mais on entrevoit. On entrevoit cette mécanique. Ouais. Mais il y a pas tout le, parce que là, ce qui est évident, c'est qu'on voit à quel point, ce qui prévaut, c'est et puis l'analyse, quoi, qu'ils font, les ménagères, enfin, voilà. Donc, bon, j'ai fait un petit détour, hein, parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'au moment où Arte est arrivé, Arte n'était pas dans cette logique. Arte, c'était vraiment la logique, en particulier dans ce que Thierry Garel avait soutenu, c'était vraiment l'innovation, la recherche, des projets ambitieux, avec des vrais financements, essayer de mettre des choses intéressantes en prime time, et ne pas du tout compter sur le lunaire. Malgré tout, Arte a été rattrapé par le lunaire. Malheureusement, la logique, ça a fini par... alors qu'il y a aussi une raison, puisque Arte ne vit pas sur la publicité. Donc, mais c'est une logique libérale. Ouais. Ça reste quand même la chaîne qui offre le plus qui fait plus d'offres culturelles, en théâtre, tout à fait. Même dans les séries. C'est pas Canal+. Non, mais absolument. Non, mais ça reste... Mais quand ça a été créé, c'était vraiment, justement, ça, on va arriver à la loi du collège. Donc la loi du collège, c'est le deuxième. Oui. Est-ce que Arte a diffusé le film? Est-ce qu'il y a des télés françaises ou d'autres pays? Ah oui, alors cette télévision La Vôtre, c'est un film produit par Arte, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, ils ont coproduit le film. Et ça a été diffusé ailleurs, dans d'autres chaînes, ça a intéressé? Très peu. C'est un de mes films. C'est le film qui a le moins été diffusé en festival. Comme par hasard, ouais. Non, je pense qu'il y avait, là, c'était vraiment un film c'était tellement évident, enfin, c'était tellement, en plus, c'est des gens sympathiques, hein, qui sont dans cette chaîne. Moi, c'est la seule fois où j'ai filmé des gens pour qui j'avais pas où j'allais montrer quelque chose qui était franchement pas génial, quoi, de leur part. Parce que franchement, c'est horrible de faire ça, enfin, c'est horrible mais en fait, en même temps, ils sont très sympas, donc je faisais souvent des rêves comme ça, où Rangel, le mec, le directeur de programme, venait me dire, enfin Mariana, comment t'as pu nous faire ça? Parce qu'il était très fâché après. C'est des gens qui n'ont plus jamais vu le voir. Quoi. Et où on peut le voir? Alors celui-là, c'est le seul film, je crois, qui n'est pas sur Universiné, parce que tous mes films sont sur Universiné, sauf Non-lieu, mon tout premier, et celui-là. Comme par hasard.
Mais voilà, Et c'est. donc, on peut le voir où Je peux vous envoyer un lien. On va faire une séance spéciale Mariana Otero. Je peux envoyer un lien, il n'y a aucun problème. Et on vous contacte. Voilà, et vous envoyez à tout le monde le lien. Voilà. Mais oui, Arte, je suis d'accord, c'est une chaîne extrêmement intéressante, mais vraiment à l'époque, c'était une chaîne très libre. Donc, très créative, très novatrice, très. Il n'y avait aucun cahier des charges, il n'y avait pas d'obligation il n'y avait pas cette espèce. Voilà, comment? Il n'y avait pas d'audimat. Voilà, on se disait pas, on pouvait encore un peu perdre le spectateur, un peu, mais ça a vite changé. Hein. Mais l'idée, ce qui prévaut quand même dans même Arte, c'est qu'il faut pas perdre le spectateur. Donc il faut quand même faire 10 minutes, les 10 premières minutes, il faut absolument accrocher le spectateur. Et au cours du film, il faut quand même que le spectateur soit accroché. Or, dans un film, ce qui est beau aussi, c'est que le spectateur soit perdu des fois. C'est que le spectateur, il sache plus comment il s'appelle. Non, mais qu'il soit un peu perdu parce que désarçonné, bousculé, que le début d'un film, ça, on nous dise pas tout. Enfin voilà, qu'il soit au travail. Enfin, c'est ça qui est beau quand même dans le documentaire. Et malheureusement, ça, sur Arte, on peut plus le faire. Alors, certaines fictions vachement intéressantes peuvent exister, mais enfin, on est toujours sur le suspense, sur accroché, ça peut être fait de façon intelligente et chouette, mais voilà. Et puis, tout le reste, les documentaires, on vous oblige souvent à mettre une voix off, on vous oblige à mettre la problématique du film à la 3e minute, même pas 2e minute, il faut qu'on sache de quoi ça parle, quels sont les enjeux, quel va être le conflit, qui est qui, etc. Vous voyez, il y a une grille. Il y a une grille. Et c'est d'ailleurs pour ça. Et une durée. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis passée des films. Au début, j'ai fait 3 films avec Arte, et je suis passée au cinéma avec Histoire d'un secret, parce que le même Garel, avec qui j'avais fait mes 3 premiers films, quand je lui ai parlé du projet de film sur ma mère et tout, il m'a dit, mais Mariana, là, maintenant, vous n'aurez plus la liberté que vous avez eue avant, quoi. Je vous conseille d'aller vers le cinéma parce que moi je vais pas pouvoir vous laisser libre. C'est fini, ça. Enfin, en gros, il ne le disait pas exactement comme ça parce qu'il pouvait pas le dire, mais c'était très clair, quoi. Et Histoire d'un secret, on va dire les 15 premières minutes du film, il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de dialogue. De toute façon, il n'y a pas de voix off dans le film, mais il y a pas de dialogue. On voit une nana dans une bagnole qui appuie, machin, je vais chercher des tableaux, enfin c'est 15 minutes, on sait absolument pas de quoi ça parle, on sait rien. Et quand Garel après a vu le film au cinéma, il m'a dit, voilà, ça typiquement, vous n'auriez pas pu le faire. C'est pas possible. 10 minutes de film, en entrée de film, où on ne sait pas qui est cette nana, de quoi ça va parler, et tout ça, sans musique, sans rien, juste avec des sons de pluie, de voiture. C'est hors de question. Ton film, je sais pas s'il a pu passer sur une chaîne. Absolument pas. Ouais, voilà. Ça, c'est un ovni, quoi. Autant au cinéma, il peut trouver une place, ou dans les festivals et tout, mais la télé ne prendra jamais un film comme celui-là, parce qu'il n'y a pas, il y a rien pour nous dire, c'est quoi l'enjeu, on voit pas qu'en ours il mange. Si t'avais mis l'ours il mange la nana en vrai, ça aurait marché mieux. Et en plus, elle coupe l'histoire avant la fin. On sait pas si elle est vivante. On sait qu'elle sort vivante, mais on sait pas quoi. Comment? C'est pas comment. Donc ça, si tu veux, je pense que même Arte, ils auraient dit non, mais il faut la fin de l'histoire. Il faut la fin de l'histoire. Tu peux pas. Il faut la photo, il faut les pansements. Voilà. C'est pour ça que c'est difficile de travailler avec les télés aujourd'hui, parce que les producteurs m'avaient expliqué, si tu es financé par la télé, faut que tu respectes le scénario tel qu'il est écrit, sinon tu peux être susceptible de rembourser l'argent. Oui, c'est-à-dire qu'ils ne se retrouvent plus dans ce qui a été écrit. Voilà. La chose que dans le cinéma, on peut se donner la liberté de faire ce qu'on veut. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'ils diront, on vous diffuse pas, et s'ils disent on vous diffuse pas, le producteur touche jamais l'argent, donc le producteur va être obligé à refaire. Enfin, voilà. C'est-à-dire que c'est impossible. Enfin, voilà. Et ça, même Arte, c'est plus comme ça. Enfin, on n'a plus la liberté. Même Arte, son film ne passerait pas, alors que ça devrait, quoi. Mais ça, c'est impossible. Il aurait fallu qu'elle explique qu'est-ce qu'elle allait faire sur Chine, puis il aurait fallu que tu montres.
il aurait fallu expliquer les choses. Là, on est dans une liberté de regard, etc. Et c'est, voilà, c'est expliquer pourquoi les rouleaux. Voilà. Nous, on regarde les rouleaux. Voilà. On ne peut pas perdre le spectateur. Il faut toujours l'allonger. Il faut pas le perdre parce que si on le perd, l'audimat baisse. Et si l'audimat baisse, c'est pas bon. Voilà. Donc ils sont fixés sur la courbe. Et bon, c'est la logique aussi des plateformes, etc. Là-dessus, ça c'est là. Ça, ce qui a changé, c'est que maintenant on n'est plus sur la télé, sur les plateformes, on est sur des niches et plus sur voilà. Mais la logique reste la même. Il faut le faire. On est dans la logique du chiffre. Et même le cinéma est dans la logique du chiffre. Même les distributeurs, mercredi, enfin ça vous le savez tous, 11h, on regarde l'audimat, enfin la fréquentation des salles. Et donc on est complètement là-dessus, quoi. Ça nous bouffe. Voilà. Donc on peut revenir peut-être sur le parcours. Donc, voilà, après ces premiers films, donc on arrive à Histoire d'un secret. Voilà. Donc alors, comment ça a maturé ta démarche de réalisatrice de films documentaires? Ouais. Tu nous as bien parlé d'expériences espagnoles, enfin turques. Donc maintenant, justement, comment ça avance? Voilà. Alors, donc entre-temps, il y a eu quand même La Loi du collège. C'était un film pur cinéma direct, un film que j'ai tourné pendant 1 an dans un collège. Des histoires autour de la discipline, avec l'idée que le collège c'est le premier lieu de socialisation. Et bon, les institutions c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, le collectif, la place de l'individu dans les collectifs. Comment ça se combine, comment ça s'articule, comment des collectifs laissent ou non la place à la singularité. Donc j'ai filmé en fait beaucoup avant l'Histoire d'un secret, j'ai filmé quand même des institutions. Des institutions qui laissent assez peu de place en fait à la singularité et qui on est obligé de se conformer. Donc j'ai filmé en prison et j'ai filmé aussi dans ce collège où on voit comment malgré la bonne volonté des professeurs, malgré un principal absolument génial qui essaye de faire mieux, malgré tout ils sont pris par l'institution, par ses règles, par sa forme qui s'impose comme ça sur tout le monde et ça ne peut pas marcher, quoi. Et on voit comment au cours de l'année ça se détériore de plus en plus les relations et fin du premier trimestre conseil de discipline, puis après ça continue à se détériorer, grève. Après la grève évidemment ne donne rien et puis voilà, puis chaque année c'est le même scénario, chaque année donc ce film qui en fait est un feuilleton documentaire en 6 épisodes. Et là, par exemple, Arte a créé cette case feuilleton documentaire pour accueillir le film, ce qui est l'inverse de ce qui se fait maintenant. C'est-à-dire maintenant, il faut remplir la case. Là, ils remplissent pas la case, ils créent une case. C'est vraiment une autre logique. C'est vraiment une logique de création. C'était à la fois la création des films, mais aussi la création d'un programme, la création d'une nouvelle. Enfin, c'était génial, quoi. Et donc, j'ai fait ce film-là. Et puis, donc, un jour, donc là j'arrive à Histoire d'un secret qui effectivement change énormément toute ma manière de travailler, enfin a changé beaucoup de choses dans ma vie, on va dire. Donc un jour mon père, quand j'avais 30 ans, me raconte de quoi est décédée ma mère, qui est décédée quand j'avais 4 ans. Il nous avait toujours dit qu'elle était décédée d'une crise d'appendicite, enfin d'une péritonite. Et puis un jour, quand j'ai eu 30 ans, ce qui était l'âge en fait où ma mère était décédée, il nous dit la vérité à ma sœur, à moi, il nous dit elle n'est pas décédée d'une péritonite, en fait, elle est décédée d'un avortement clandestin. Là, je veux dire, c'est un peu le poum qui me tombe sur la tête, parce que c'est tout alors c'est plein de choses, quoi, tout est bousculé, c'est-à-dire le mythe familial, l'histoire familiale, la représentation que je me faisais de ma mère, du couple de mes parents, de la famille, et puis aussi l'histoire des femmes, quoi, c'est-à-dire, je me dis, ah bon, elle est 68, parce qu'elle est décédée en mars 1968, bah oui, dans l'histoire d'un regard, j'ai fait allusion. Je me dis, mais c'est comment en 68, cette année ou cette année-là où c'était la libération, en fait, les femmes mouraient d'avortement clandestin. Et en fait, j'avais aucune idée, moi, que en 74, à un moment de la loi Veil, bah, j'avais 10 ans. Donc, j'ai pas vraiment. Pour moi, en fait,
Et ben c'était légal depuis très très longtemps, quoi. C'est-à-dire, pour moi, l'avortement clandestin, c'était le Moyen-Âge, quoi. C'était il y a très 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 longtemps. C'était ce qui prouve bien qu'il y a une histoire qui s'était pas transmise, vraiment. Et donc, je me suis dit, mais c'est dingue, en fait, c'était horrible, quoi, d'être une femme. En fait, pour nous, la révolution, c'est pas 89, c'est 74, quoi. C'est à ce moment-là que les femmes ont pu choisir leur destin, ont pu choisir de vivre leur vie, quoi. Parce qu'avant, tu tombais enceinte, et ben, ça pouvait être la catastrophe. Enfin, tu n'avais pas envie d'enfant. Ou bien tu avais l'enfant et puis tu faisais pas la vie que tu avais envie de faire, ou bien tu risquais ta vie, quoi. Enfin, et tout d'un coup, cette prise de conscience, ça m'a, donc une double prise de conscience qui m'a, enfin vraiment, voilà, qui m'est tombée dessus un jour un soir plus exactement. Et donc évidemment après ça, je me suis dit, très vite j'ai eu envie d'en faire un film, quoi. Je suis cinéaste, j'ai envie de raconter l'histoire de ces femmes et de ma mère aussi, qui sont mortes d'avortement clandestin, parce que je me dis, en fait, on connaît pas cette histoire. C'est une histoire qui a été un peu mise sous tapis, quoi. Moi, ça c'est en 2003, hein, donc mon père me dit, c'est en 2000 à peu près. Non, même avant, 95. En fait, je finissais la loi du collège. Donc c'est en 95. Vraiment en 95, il y avait les femmes qui avaient vécu ça, votre génération, évidemment vous savez tout ça, mais les enfants, en fait, nous on ne savait pas, quoi. Enfin, c'était vraiment des histoires qui avaient été, qui étaient des secrets de famille et un tabou, quoi. Et, comme si, en fait, au moment de la loi Veil, bah super, on a gagné, et puis on parle plus ce qu'il y avait terminé. Toutes ces femmes, et qui est quand même le nombre, certains, on ne sait pas exactement le nombre de décès par an, mais c'était entre 150 et 1000 et 200 000 femmes. Enfin, c'est terrible le nombre de femmes qui mouraient d'avortement clandestin. Enfin, un nombre considérable. On ne pouvait pas savoir, parce qu'en fait, dans les comptes rendus d'hôpitaux, c'était péritonite, des tas d'autres maladies, etc. Donc je me dis dans la tête, il faut que je raconte cette histoire. Et puis il faut que je raconte l'histoire de ma mère. Donc elle était artiste peintre. Ces tableaux étaient dans un placard, ils n'étaient jamais ressortis, ils étaient, donc je me disais, évidemment, le secret sur sa mort a caché sa vie, a mis un peu voilà, parce que très difficile de parler, pour mon père, très difficile de parler d'elle sans parler de sa mort, et comme il ne pouvait pas parler de sa mort, puisque c'était un secret de famille, enfin, il n'y avait que lui qui savait, c'est compliqué, quoi. Et ça me trottait un thème, mais je savais pas comment le faire, parce que d'abord, je me disais que mon père voudrait jamais que je raconte ce secret à tout le monde. Si je faisais un film, évidemment, c'est toute la famille qui allait savoir. Et donc, j'y pensais, mais j'osais pas. Puis quand même, un jour, je lui ai dit, écoute, donc j'ai fait cette illusion la vôtre, entre-temps. Puis, entre-temps, j'ai quitté le Portugal, en France. Et puis, j'avais un fils, tout ça. Bon, et puis, je dis à mon père, quand même, j'aimerais bien raconter l'histoire de Clotilde. Clotilde, c'est ma mère. Est-ce que tu voudrais bien, toi? Parce qu'il est hors de question pour moi de faire ce film sans son accord. Enfin, je ne voulais pas du tout faire un film contre lui. Et il m'a dit, oui, au contraire, j'en peux plus de porter ce secret tout seul. Si tu pouvais trouver une manière de le raconter, fais comme tu as envie, quoi. Et donc, évidemment, dès qu'il m'a donné l'autorisation, j'ai tout de suite commencé à penser au film. J'ai parlé avec Arte, et j'ai eu la chance d'avoir un producteur avec qui je travaille depuis 30 ans. Malheureusement, là, ça fait 2 ans qu'il a arrêté, il est parti à la retraite. Donc pour moi, c'est compliqué, j'ai changé de système. Voilà, mais à l'époque, donc j'avais ce producteur avec qui j'avais fait déjà la loi du collège, cette télévision la vôtre, et il m'a complètement suivi dans cette idée. Et j'ai commencé donc à réfléchir pour le film, plutôt pour le cinéma, du coup. Et alors j'ai dû complètement, évidemment, j'allais pas faire un film de cinéma direct, quoi. J'allais pas aller voir ma famille comme ça. Enfin, ça pouvait pas s'improviser. De toute façon, rien, ça s'improvise pas, hein. C'est pas parce qu'on n'écrit pas qu'on fait. Pour la loi du collège, j'ai fait 1 an de repérage, 1 an de tournage, 1 an de montage. Enfin, évidemment, il y a des choses qui se pensent avant. Mais là, c'était plus que ça, quoi. Là, je me disais, il va falloir que je l'écrive un peu plus, quoi. Que je le programme un petit peu plus, quand même. Parce que je voulais parler de plein de choses. Je voulais à la fois parler de la vie de ma mère, de sa peinture. Je voulais parler de sa mort, bien évidemment. Comprendre comment elle était décédée, les circonstances de son décès dans l'hôpital, quand elle était seule, comme ça. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire, mourir clandestinement?
Je voulais raconter l'histoire du secret, comment le secret s'était enquisté, comment chacun avait vécu avec ce secret, parce qu'évidemment il y avait des choses qu'on savait pas, alors comment les gens, enfin, pourquoi personne s'en est rendu compte, enfin, voilà comment c'était, et puis parler de sa peinture, enfin voilà, et puis parler de l'avortement clandestin en général à cette époque, quoi, essayer de voilà, donc ça faisait beaucoup de choses. Et quand j'avais d'ailleurs déposé le projet à l'avance sur recette, au cinéma, il m'avait dit, il y a beaucoup trop de choses, il faut vraiment que vous nous dites comment vous allez faire, quoi. Ou bien que vous choisissez un seul thème. Mais moi, c'était hors de question que je choisisse, que je parle que de sa mort et pas de sa peinture, que je parle d'elle et pas des autres. Enfin voilà, il fallait que je parle de ça. Et ça m'a obligé, ça c'est pas mal. Ça m'a fait penser à ce que tu as dit hier, quand tu as dit, finalement c'était une chance que j'ai pas pu, les choses se retournent, des fois, on pense être un obstacle, finalement, ça peut se retourner en étant quelque chose de positif. Et du coup, je me suis dit, oui, il faut peut-être que j'écrive un peu plus, cette fois-ci, le déroulé de comment, qui j'allais aller voir, qu'est-ce que j'allais demander à chacun, et comment j'allais construire la dramaturgie du film, quoi. J'avais une petite idée, mais je me suis dit, il faut que j'y aille vraiment plus loin dans la construction. Et donc, ce film est beaucoup plus écrit, quoi. C'est-à-dire, j'ai écrit une sorte de scénario, de fiction, comme dans une fiction, sauf que l'intérieur des scènes est complètement n'est pas écrit, quoi. Il y a rien d'écrit. C'est-à-dire, je dis, par exemple, dans ce scénario, je me dis, tiens, je vais aller voir ma grand-mère, et à ma grand-mère, je vais lui demander, je vais lui parler de ce tableau que je voyais quand j'étais petite, je vais aller voir mon père, et puis je vais lui demander telle ou telle chose. Enfin, à chacun, je sais de quoi je vais lui parler, mais je sais évidemment pas ce qu'ils vont dire, quoi. Donc c'est pas écrit, je n'ai pas fait mine, ce qu'on nous oblige maintenant à faire semblant qu'on connaît la scène, alors que voilà, donc c'est construit un peu à l'avance, un peu comme une fiction, au sens de l'écriture de fiction, hein, c'est-à-dire un scénario un peu programmatique, mais à l'intérieur des scènes, c'est complètement documentaire. Et le tournage, c'est pareil, c'est-à-dire que le tournage, c'est un tournage qui a été, chaque jour, on savait ce qu'on allait filmer, etc. Et en même temps, c'était documentaire au sens où on traverse, moi et mon équipe, hein, ma chef-op et mon ingé son, on traverse ensemble une expérience, quoi, parce que ce film, c'est vraiment une enquête, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je sais avant de filmer, mais il y a des choses que je sais pas. C'est-à-dire tout ce que je leur demande, je ne connais pas la réponse. Donc, on éprouve, enfin, j'éprouve quand même l'enquête, quoi, réellement. Donc, c'est vraiment à la fois, c'est très construit, c'est éclairé comme, enfin, on est à tout un travail d'éclairage, tout un côté extrêmement romanesque, parce que je tenais à faire un film romanesque, pas un film de famille. C'est à la fois donc très romanesque, très construit dans la dramaturgie, et en même temps totalement documentaire, quoi. C'est vraiment, ça tient les deux fils en même temps, et c'est vraiment ce qui caractérise ce film et qui m'a fait complètement changer après dans ma manière de travailler. En plus, je suis personnage dans le film, c'est-à-dire je décide d'être dans le film, de me mettre en scène. Enfin alors qu'avant, je faisais des films au fond dans vraiment pur cinéma direct, c'est-à-dire je parle pas, j'interviens pas, voilà, évidemment, j'ai une relation très forte avec les gens que je filme, mais ça ne se voit pas dans le film. C'est-à-dire, ça n'apparaît pas dans le film. La manière de faire le film n'apparaît pas. Et maintenant, je suis passée carrément à l'opposé, c'est-à-dire, je fais des films où je raconte aussi comment ça marche, comment ça se fait. Mais c'est vraiment un moment d'histoire d'un secret que il y a quelque chose qui bascule aussi dans ma manière de travailler, parce que en étant dans le film, je me rends compte, en étant dans les scènes, que je peux guider les scènes. Guider la manière dont elles se construisent, et en fait j'adore ça, quoi. Donc c'est improviser en fait la scène en étant à l'intérieur de la scène et faire en sorte qu'elle prenne tel chemin plutôt que tel autre, c'est génial, quoi. Il y a quelque chose qui est en étant moi-même dans l'image. C'est pour ça que dans l'histoire d'un regard, je refais la même chose avec Vincent Lemire, par exemple. Enfin, c'est cette possibilité de rien de construire quelque chose, de construire le scénario en étant dans la scène. C'est quelque chose que j'ai éprouvé la première fois dans l'histoire d'un secret et que j'ai énormément aimé faire. Alors, dans l'histoire d'un secret, c'est un peu une nécessité parce que je me suis posé la question, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste toujours comme avant derrière la caméra? Je vais voir ma famille, je leur pose des questions et je reste... Voilà. Je me suis dit non, je peux pas faire ça parce que
j'aurais l'impression de les mettre un peu à la question, quoi, un peu comme une torture, quoi. Et toujours à l'extérieur. D'être à l'extérieur, voilà. Alors qu'en fait, moi aussi j'ai participé de ce silence, de ce secret. Enfin, ici, j'accuse personne. Enfin, voilà, je veux pas être dans une. Il s'agit évidemment pas de d'un jugement. Exactement. Il s'agit pas d'un jugement. Donc, il faut que je sois à l'intérieur, parce que le simple fait d'être derrière la caméra et de les laisser eux devant, c'est comme si j'étais à l'extérieur de cette histoire. Or, je fais partie de cette histoire. Voilà. Au cœur, oui. Et puis, je participe comme les films, c'est quand même autour de ce silence. D'ailleurs, c'est un film très silencieux. Il y a de la parole, mais c'est très silencieux. Il y a beaucoup de plans très. Il faut que j'y sois, quoi. Donc, j'ai décidé d'être à l'image, qui n'était pas forcément évident. Donc, avec la chef opératrice, on a beaucoup parlé de comment j'allais apparaître à l'image. Est-ce que comment elle allait me filmer, quoi. Alors, comme moi j'ai toujours filmé mes films, je savais exactement quand elle me filmait, je savais exactement ce qu'elle était en train de filmer. J'aurais pas pu faire ce film si j'avais pas eu tous ces films avant. Donc je savais. Donc des fois, moi, je me plaçais aussi. On travaillait ensemble, quoi. C'est-à-dire, je m'avançais un peu pour que je sois dans le cadre, le bon cadre et tout. Je reculais, je savais que je serais dans. Enfin, voilà, c'était une espèce de danse entre nous deux, quoi. Et dans le film, au départ, je suis un petit peu sur le côté, un petit peu comme ça, un peu. Et puis en fait, au fur et à mesure du film, et sans que on se soit dit, la chef opératrice et moi, je suis un petit peu plus à l'image, quoi. Il y a quelque chose où et en fait, c'est parce que petit à petit, à la fois moi, je suis plus à l'aise, mais aussi ma place, ma demande, mes questions sont quand même plus. Je les assume peut-être un peu plus. Enfin, il y a une position qui change, et aussi parce que je traverse cette expérience, je commence à comprendre des choses, et donc je me sens moi-même plus apaisée sûrement par rapport à toute cette histoire, et donc j'apparais un petit peu plus. Enfin, je suis un peu plus face. Vous allez voir mon extrait, je vais vous montrer. Et voilà, donc alors c'est un film qui est beaucoup filmé dans l'obscurité. C'est un film très sombre, surtout au départ, parce qu'on a beaucoup travaillé avec la chef opératrice justement l'image. Je voulais qu'au début l'image soit qu'on n'y voit pas grand-chose, quoi. Au début du film, en fait, quand on regarde le film, au début on comprend pas grand-chose. Hein. C'est un film vraiment, on se perd, on se dit tiens, mais de quoi ça parle? L'avortement c'est évoqué seulement à la 40e minute. Enfin voilà, je voulais vraiment que le film épouse cette idée de la confusion, de quelque chose qu'on comprend pas, et que c'est seulement petit à petit qu'on commence à comprendre l'histoire. Et donc au début, c'est pareil, c'est très sombre, on voit pas grand chose, on voit pas bien les visages, on est toujours. Et puis au fur et à mesure, c'est de plus en plus la lumière s'éclaircit, et puis c'est une palette, on va dire, de couleurs qui ressemble plus à d'autres tableaux de ma mère, parce qu'en fait j'ai aussi repris un peu sa palette de couleurs. Et voilà, donc on a aussi travaillé l'image pour donner à sentir, éprouver ce que c'est qu'un secret, ce que c'est que de vivre dans le secret. Alors ce que j'ai montré peut-être 2 séquences, l'une avec ma sœur, et l'autre avec mon père, qui est plus à la fin du film. Voilà. Donc la scène que vous allez voir avec ma sœur, c'est une scène où j'avais prévu. Enfin, non, je vous dis rien. Vous allez voir la scène. On va comprendre comme ça.